Il était une fois un CFO expérimenté, particulièrement familier de l'industrie du divertissement, du commerce au détail et de l'entrepreneuriat. Également chef d'entreprise, il avait démontré sa capacité à mener des projets à bien, qu'il s'agisse d'une entrée au capital assortie de challenges formels ou de processus à moderniser au sein de son groupe Gaming One. Nicolas Léonard, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Business. Bonjour Marianne. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Marianne et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour de nouveau, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme tu viens de l'entendre, je t'ai présenté sous le jour qui m'a été offert par les internets et l'appel préliminaire de cet enregistrement. Comment est-ce que tu te présenterais, toi ? Comment je me présenterais ? Je me présenterais comme quelqu'un qui est passionné d'abord par l'entrepreneuriat. Je pense que de base, je suis indépendant dans ma nature et c'était assez normal au final de se retrouver professionnellement aussi dans ce costume. Et s'il fallait être un peu plus précis, donc effectivement avec deux activités principales qui prennent l'essentiel de mes journées professionnelles, à savoir d'une part le poste de CFO côté Gaming One et d'autre part le poste de CEO côté Ardent Invest, qui est l'autre branche du groupe on co-dirige avec mon associé Emmanuel Mewissen. Tu le sais déjà, ce podcast est vraisemblablement plutôt écouté par des CFO, donc je te propose qu'on se concentre sur cette activité. Absolument. Est-ce que tu peux, pour ce faire, nous présenter les activités de Gaming One et la structure de l'équipe financière que tu animes ? Oui, tout à fait. Voilà, Gaming One, c'est quoi ? Au niveau grand KPI, c'est un peu plus de 1300 personnes qui travaillent aujourd'hui, un chiffre d'affaires 2021, j'ai les tout derniers chiffres, d'un peu plus de 330 millions d'euros, un EBITDA de l'ordre de 86 millions d'euros en estimatif pour 2021 toujours, et avec une équipe finance qui compte aux alentours de 35 personnes, qu'elles soient au niveau de la partie comptable, la partie reporting, de la partie procurement, ou encore de la partie M&A. Et d'un autre côté, dans les équipes que je dirige, effectivement, toute la partie légale administrative, où là on retrouve une quinzaine de personnes qui, au quotidien, gèrent les flux entrants-sortants de l'entreprise. Si je me fie aux dernières parutions, fin décembre, si je ne dis pas de bêtises, cette équipe et toi, vous avez été à pied d'œuvre pour finaliser l'entrée au capital de Gaming One de CVC, un des plus gros fonds d'investissement au monde. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet ? Alors la genèse, elle démarre d'assez tôt. On doit revenir en 2018 où on a réfléchi, on s'est mis au vert pendant 2 jours avec CIO, CFO, COO pour essayer d'un petit peu se dire quelle est la direction qu'on veut donner au groupe. On a donc défini à ce moment-là les grands objectifs stratégiques dont ont découlé la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise, et de cela, on s'était donné comme objectif de se dire qu'on pouvait peut-être être prêt dans les 5 ans à une IPO. D'accord ? Donc ça, c'était la genèse. Fort de ça, on s'est dit que autant le chemin que l'objectif était sympa et qu'on allait déjà se mettre sur le chemin de l'IPO et on verrait bien ce que donnerait cette histoire. Et on s'est vite trouvé confronté à certaines barrières qu'on devait encore franchir. On n'était pas encore mûr pour l'IPO, notamment au niveau de tout ce qui était consolidation et normes IFRS. Et au gré des opportunités, un de nos associés largement minoritaire, avait comme décision de vouloir quitter progressivement l'actionnariat. Et de tous ces projets, on a finalement bifurqué vers la recherche d'un remplaçant de cet associé. Et cet associé en emmenant un autre, on est arrivé à ce projet finalement de faire rentrer un fonds de private equity à nos côtés. Ce qui pour nous était une belle préparation aussi à une éventuelle IPO un jour. Donc ça ne voulait pas dire renoncer au projet, ça voulait dire
le postposer ou en tout cas bifurquer vers une direction un peu alternative, mais avec toujours la capacité de mener nos objectifs à bien, à savoir une professionnalisation, une capacité demain à pouvoir grandir en croissance externe de manière un peu plus rapide que par rapport à ce qu'on avait comme moyen avant l'arrivée de CVC, et aussi effectivement profiter d'un acteur de ce type pour pouvoir nous aider à passer les différentes étapes plus facilement, avec de l'expérience déjà acquise de son côté, et nous accompagner dans cette croissance. Et cette étape importante de éventuellement votre chemin vers l'IPO, est-ce que tu l'as envisagé en adoptant des processus spécifiques, des outils spécifiques peut-être pour aider tes équipes ? Alors oui, c'était un peu la foire d'empoigne, et là-dessus, on avait encore beaucoup de manque de maturité en termes de RP qu'on a implémenté sur les 3 dernières années. En termes de Treasury Management System, le TMS était totalement existant chez nous. On a mis un système de cash pooling en place, on a mis un système de BI en place, avec un système de reporting. Je ne suis pas très fier de le dire, mais avant la mise en place de ça, je pense qu'on était sur du reporting en J+90 quand tout allait bien. On était de temps en temps en J+105. Donc c'était relativement ardu comme tâche. Et aujourd'hui, on peut se targuer d'être, hormis pour les closings annuels, en J+30. C'était un beau challenge et on y est arrivé. Félicitations pour ça. Encore une fois, je pense que tous les financiers qui nous écoutent vont se reconnaître dans cette espèce de lutte pour délivrer un reporting à jour rapidement. Donc, vraiment bravo pour ça. Est-ce que pendant le processus de choix de ces nouveaux outils, il y a eu des points sur lesquels ton équipe a été particulièrement vigilante ? D'une part, on essaye toujours de réfléchir à demain. Donc, la difficulté déjà, c'était d'essayer de ne pas reproduire au sein des différents outils que l'on intégrait ce qu'on faisait avant. Donc il faut arriver à faire passer l'idée auprès de chacun, et ceux qui étaient en tant que PMO et utilisateurs précédents de ces process, de ne pas trop se retrouver dans le canevas où on essaye de faire répliquer un nouvel outil sur ce qu'on faisait précédemment. Donc c'était vraiment un changement de mind, un changement de manière de réfléchir pour se dire ok, c'est plus nous qui allons essayer de déterminer quel outil sera le plus adapté à nos besoins, mais qu'est-ce que les nouveaux outils vont nous permettre d'atteindre comme résultat, et donc susciter comme changement. Ça, c'était quand même un travail préparatoire assez important, de faire changer tout le monde de pied par rapport à ça. Après cette étape-là, on pourrait parler de financier, évidemment, en tant que CFO et en tant que financier, c'est relativement important de se dire qu'on ne va pas acheter une Rolls-Royce 4 fois plus coûteuse que ce dont on a besoin. Donc il a fallu vraiment se mettre en diapason avec les équipes informatiques pour faire des requests for proposal qui correspondent à nos besoins, pour vraiment arriver à déterminer le champ des possibles demain, et allier globalement ce qu'on comptait être potentiellement notre futur, nos besoins actuels, et avoir un outil évolutif qui nous permettait d'être de manière relativement pérenne pour les quelques années qui viennent dans un environnement adéquat. Alors là, je peux quand même essayer de me projeter dans tes baskets, à J0, au tout début. Et là, tu indiques que tu as poussé tes équipes à embrasser un tout autre point de vue sur la manière dont il fallait choisir l'outil. Concrètement, toi, en plus de les amener vers ce changement et de lancer un énorme chantier, tu es dans quelle dynamique au tout début des projets, et quelles sont tes craintes ? Alors, j'ai heureusement un naturel très optimiste. Donc, ça permet déjà d'oser se lancer, parce que c'est un peu ça le challenge. C'est quand on est au pied du mur et qu'on voit le chemin qui est à parcourir avec la complexité de ce type de projet, effectivement, on est extrêmement petit par rapport à ça. Et il faut se donner un peu de contenance vis-à-vis des équipes en disant mais si, on va y arriver, parce que je vous le dis. Et je vous le dis juste parce qu'on n'a juste pas le choix. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'y aller un petit peu au courage, et en espérant que tout le monde suive sans trop se retourner en se disant ouais, ça fait quand même peur l'idée. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est susciter la confiance autour du projet, s'entourer.
On a pris des intégrateurs, on a pris des personnes qui avaient déjà intégré et qui sont venues comme consultants chez nous, soit en freelance, soit en interne pour venir accompagner le projet. Donc on a staffé suffisamment pour se dire ok, on a les bonnes ressources, les bonnes personnes pour pouvoir gérer le projet, donc en tant que manager projet côté finance, mais aussi côté informatique, parce que ça allait de pair. Outre ça, c'est plus ou moins essayer de se dire qu'on doit faire fi d'arriver à tenir le planning. Je mets au défi de quelqu'un de me dire qu'il a réussi à tenir le planning sur lequel il s'est accordé à la première réunion pour arriver à implémenter. Ça me donne l'opportunité de te poser la question justement de toi, comment tu envisages ton métier spécifiquement ? Je l'envisage un peu étrangement. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. On va dire que c'est d'abord un avantage, c'est que je suis actionnaire également de la société, ce qui me permet globalement de pouvoir sortir du costume à plusieurs reprises pour pouvoir réfléchir de manière un peu plus stratégique sur c'est quoi le fond et quels sont les challenges que je veux donner à mon métier de CFO dans les quelques mois, quelques années qui viennent. Tout le monde n'a pas cette capacité de pouvoir à un moment un peu être des deux côtés et de pouvoir cerner un peu plus stratégiquement quels sont tous les aspects et les challenges de l'entreprise au niveau macro. Donc ça, c'est la première chose. C'est un des avantages aussi, c'est que je suis de temps en temps un peu trop dans l'humain. À savoir que je réfléchis que moi, je suis rentré dans le groupe il y a 17 ans, qu'il y avait des gens avant moi, qu'ils m'ont vu... De temps en temps, j'avais 12 ans quand je passais les portes, que c'était assez amusant et qu'ils me voient maintenant comme leur boss. Et donc, je suis de temps en temps un petit peu repris par cet esprit familial et cette capacité de devoir continuer à ne pas oublier d'où je viens, qui je suis et de temps en temps devoir faire un peu de compromission entre du vilain méchant cost-cutting et le fait de garder au niveau managérial tout le monde qui regarde dans la même direction et va dans le même sens. C'est au final, je trouve pour moi assez confortable de conjuguer ces deux visions pour se dire c'est quoi finalement mon métier. C'est que on en avait touché un tout petit mot avant l'interview. J'ai mon associé Manu qui est là pour faire rentrer l'argent et moi j'essaie globalement de le garder. Et je pense qu'il faut résumer en une phrase mon métier, c'est à peu près ça. Je crois que c'est une formule qui va parler à beaucoup de notre audience et qui est très claire en elle-même. Pour nos auditeurs qui ne sont pas dans les locaux de Gaming One au moment où on enregistre, en l'occurrence fin janvier 2022, Gaming One vient de recevoir un prix, celui de Top Employeur. Félicitations pour ça. Je trouve que ça a particulièrement de sens si on considère ce que tu viens de dire vis-à-vis de ton attachement quant aux humains, aux personnes qui travaillent pour Gaming One et qui t'ont vu grandir. Tu as aussi parlé de ta casquette de grand méchant financier qui veut couper les coûts. Comment tu as jonglé entre ces réalités et vraisemblablement comment tu t'en es sorti pendant les restrictions sanitaires liées au Covid qui ont impacté l'activité de ton groupe ? Beaucoup de questions dans une question. Top Employer 2022, c'est un award qu'on essayait d'obtenir depuis 2 ans. C'est la première fois qu'on se présentait, mais ça prend vraiment du temps pour pouvoir rentrer un dossier et être éligible. Donc on fait partie maintenant des 83 entreprises belges qui ont cet award. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir faire partie de cette caste, j'irais presque le dire, des meilleurs employeurs mondiaux et on est premier dans notre secteur. Donc c'est assez sympa au niveau mondial de se dire qu'on est la seule entreprise de gaming qui a cet award aujourd'hui. Chers candidats, venez nombreux, nous recrutons un maximum encore aujourd'hui. Ceci sera dit. Outre ça, pour répondre à la question, oui, revenons 2 secondes sur nos valeurs et c'est peut-être ce qui a permis d'obtenir cet award. Il y a d'une part dans nos valeurs l'intégrité qui doit aller de pair, je pense, avec l'activité qu'on exerce au niveau du gaming. Il y a d'autre part le team spirit
il y a d'autre part l'audace et il y a aussi toute cette résilience qu'on peut essayer d'obtenir au quotidien par rapport à nos activités via la performance. Donc les 4 valeurs, elles sont citées. De tout ça, on en fait quoi en période de Covid? On essaye finalement de résister et effectivement, on a eu beaucoup de chance. Est-ce qu'il faut dire chance ou feeling ou intuition? On va dire que c'est un mélange de tout. Il y a 12 ans, s'intéresser au secteur de l'Internet qui nous a permis pendant ces années de Covid de vraiment éprouver notre résilience. Comment est-ce qu'on a éprouvé cette résilience? D'une part, grâce aux différentes personnes qui composent cette entreprise, c'est sûr. Sans eux, on n'y serait pas arrivé. C'est une vraie certitude. Et c'était assez confortable en tant que CFO de se retrouver dans cette situation-là parce que grâce au digital qu'on a donc implémenté il y a 12 ans, où aujourd'hui on doit, si on devait faire des grands ensembles, on dirait que 75 ou 75 pour nos amis français qui nous écouteraient. Merci pour la traduction. 75% de notre chiffre d'affaires émane aujourd'hui du digital qui, malgré le confinement, ne s'est pas arrêté. Et ça nous a permis de pouvoir faire notre budget 2020 et 2021. Pas de la manière qu'on aurait pensé. Je pense que personne en février 2020 ne pouvait imaginer qu'un jour on nous cloisonne tous chez nous pendant des mois entiers sans que personne ne sourcille trop. Mais on a eu aussi des exploitations qui ont été fermées plus de la moitié de l'année 2021 et un peu moins de la moitié de l'année 2020. Donc ça a été excessivement complexe, dur à gérer au niveau humain. Et la promesse qu'on avait faite quand on a implémenté le digital il y a un peu plus de 10 ans dans nos boîtes, c'était qu'on n'oublierait pas les équipes au bord du chemin et que le digital serait là pour les accompagner et pas pour les remplacer. Je pense que cette crise en 2020-2021 a été la meilleure démonstration qu'on ait pu faire. D'une part, en atteignant nos objectifs financiers, ce qui m'a permis, moi, à titre personnel et mes équipes financières, de ne pas devoir jouer les très grands cost-cutters, on pourra y revenir par la suite. Mais d'autre part, d'atteindre nos objectifs, de garder l'ensemble de notre personnel, mais aussi, c'est assez étonnant, de compenser totalement les pertes de salaire qu'ils encouraient au niveau de la Belgique. Et donc on a tenu nos promesses, simplement. On a investi dans l'avenir, on a investi dans les personnes qui nous ont fait confiance en disant voilà, juste retour des choses, on a la capacité de le faire et donc on va se permettre de remettre 30% du salaire qui n'était pas compensé par l'État dans votre perte de salaire pour que vous soyez au même niveau qu'avant Covid. Et on a, je pense, bien misé parce que quand on a été déconfiné, les quelques mois où on nous a permis de nous déconfiner avec toute l'injustice qu'on peut encore vivre aujourd'hui, d'être parmi les derniers secteurs qui le restent. Rappelons qu'aujourd'hui, on a 600 employés qui sont en chômage technique pour force majeure, et qui se font encore compenser leur salaire. Là, au jour où je vous parle, mais voilà, outre ça, on a compensé leur salaire et on a atteint nos objectifs. Et je pense que quand on a été déconfinés, ils nous l'ont bien rendu. Et on n'a pas vécu ce que certains établissements Horeca ont dû vivre parce qu'ils ont dû, à ce moment-là, n'ayant pas de capacité de se retourner, mettre leur personnel au chômage sans leur donner les conditions de salaire qu'ils avaient précédemment. Nous, on a pu le faire, on a pu garder tout le monde et on a pu avoir tout le monde qui aujourd'hui est sur le front plus que jamais et quand on est déconfiné, atteigne des résultats qu'on n'obtenait pas avant. Voilà. Je pense que sur l'aspect génération de chiffre d'affaires, cette équation a été résolue. Si on en revient maintenant sur l'aspect austérité et politique de rationalisation des frais, on a été chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher chez les tiers qui était faisable et autorisable. Et dans la mesure de la décence, on n'aura pas ni de couteau sous la gorge, ni de procès derrière eux, mais en bonne intelligence, en expliquant le contexte et en allant réduire la voilure partout où on pouvait le faire sans bouleverser ce qui faisait le succès de nos entreprises et l'humain étant au centre.
Là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui va beaucoup intéresser notre audience. C'est concrètement, lorsque toi-même tu fais face à un contexte vraiment macro, comment tu t'y prends pour aller voir tes interlocuteurs et modérer ton DPO, ton DSO. Donc si tu as des astuces, n'hésite pas. Très honnêtement, je pense qu'à partir du moment où on fonctionne avec une boussole qui permet fondamentalement de se mettre à la place de l'autre et de se mettre à la place de soi-même et qu'on est dans une optique de ce type, l'interlocuteur en face a l'impression d'être dans une équation équilibrée et comprend qu'il doit faire son effort de guerre lui aussi. Et donc on a joué de cette équation tout au long de notre étude en mobilisant certaines personnes pendant un moment n'avaient plus le sous-jacent de leur métier qui était complètement rempli, et donc en mobilisant une série de personnes à étudier de manière assez approfondie l'ensemble de nos lignes de la balance sheet pour voir toutes les poches d'économie potentielle. Et après, avec d'autres profils souvent qui ont un profil un peu plus négociateur, aller trouver chacun de nos interlocuteurs un à un pour descendre un maximum nos lignes de dépenses. Et au final, je pense qu'on a même, et c'est vrai que c'est assez intéressant, on a même un peu réinventé le business model retail. Donc quand je dis retail, c'est tout ce qui n'est pas digital chez nous, en voyant des poches pour l'avenir aussi, de maximisation de notre EBITDA qu'on n'aurait pas pu envisager sinon. Pour le dire différemment, tu te retrouves dans une situation où tu dois gérer entre le modèle du retail plutôt avec beaucoup de capex et le modèle du online avec plutôt beaucoup d'opex. Comment est-ce que tu fais cohabiter ces deux dynamiques ? Mais justement, je pense que la réponse, elle est un peu dans la question, et merci d'avoir clôturé comme ça. Comment je fais cohabiter ? Et donc pour essayer de répondre à cette question, et donc en toute modestie, on avait choisi il y a longtemps un modèle omnicanal dans lequel on se disait vraiment notre enjeu n'est pas d'opposer les deux, mais c'est de les rassembler, et avec énormément de questionnements sur comment. Et ce modèle omnicanal aujourd'hui, il était largement éprouvé par le modèle qu'on a suivi en période de Covid, où on avait pendant beaucoup de temps demandé au retail de vacciner leurs clients vers le online en les inscrivant et en les faisant devenir clients. Et d'un autre côté, en leur disant que les clients du online allaient revenir vers le retail parce qu'il y avait une synergie potentielle. On était au grand banc. À savoir que quand on a un des deux pans d'activité qui est fermé pendant un moment, on regarde un peu comment on fonctionne, et on a un système de tracking de tous ces clients qui ont permis de voir que, oh tiens, génial, il y a une grande partie de ceux à qui on avait créé des comptes qui ont convergé à ce moment-là vers le digital et plus vers le retail qui était fermé. Mais on a aussi vu que via quelques incitants, on arrivait à diriger assez facilement, quand le retail était ouvert, les clients du online vers le retail parce qu'ils avaient une expérience un peu plus enrichie. Pour répondre maintenant à la question sur les OPEX, les CAPEX, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre dans les baskets Gaming One. Et Gaming One, c'est quoi ? Au final, c'est une boîte qui a des ambitions de devenir un jour dans le top mondial des entreprises dans le jeu, et principalement dans le digital. On fait 75% de notre chiffre d'affaires, comme je l'ai dit, en digital aujourd'hui, mais avec des ressources qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire qu'on n'a pas un budget marketing comme les leurs. Et donc, quel a été au final le business model qu'on a mis en place ? On s'est dit que plus que jamais, notre réseau retail était en fait notre marketing. C'était en fait globalement ce CAPEX était une sorte d'OPEX pour le digital, à savoir que plutôt que de devoir investir des sommes colossales, certains de nos concurrents en Belgique, où on est market leader
investissent 5 fois plus de marketing annuel qu'on ne le fait nous, 5 fois, mais n'ont pas de réseau retail. Et en fait, le business model, il est différent, c'est-à-dire que ce CAPEX, à savoir tout ce réseau retail qu'on continue à densifier, c'est 75% de part du digital seront probablement plutôt 70% de part du digital ici sur le budget 2022 parce qu'on investit encore massivement dans le retail, parce qu'on se rend compte en fait que en termes de canevas de résistance et en termes de part de marché, c'est probablement un business model qui est difficilement maîtrisable, qui donne une notoriété permanente forte et qu'il faut densifier un maximum pour avoir la visibilité partout en médias permanents. J'aimerais savoir si tu es vigilant vis-à-vis de KPI spécifiques entre ces deux activités ou vis-à-vis de la conjugaison de ces deux activités. Oui, même si c'est du marketing permanent, on n'a pas envie, je pense que CVC qui vient de nous rejoindre a la même opinion que moi, on n'a pas envie que ce soit un marketing déficitaire. Donc on a très clairement, et ça fait partie d'ailleurs de notre vision, c'est de s'appuyer sur un réseau physique fort, et le fort veut dire rentable, pour continuer à s'étendre sur notre stratégie de mondialisation. Et donc la vigilance au niveau des KPIs retail est là, c'est de se dire ok, c'est pas parce que c'est du marketing que ça doit devenir un gouffre financier et je dois continuer à mobiliser énormément d'énergie pour que ce marketing soit le plus rentable possible. Et dans notre business plan 2022, malgré 2 mois d'escompte de confinement, on n'a pas de boule de cristal, on arrive encore à dégager 17 millions d'euros d'EBITDA positifs sur le secteur retail demain. Donc je pense que ça vaut la peine d'être cité. Outre ça, sur le digital, dans les KPIs principaux, c'est quoi ? C'est de vérifier la corrélation entre notre CPA, coût par acquisition, et notre lifetime value, à savoir sur la durée de vie escomptée d'un client. On a tellement de data qu'on sait vraiment assez facilement l'estimer. Où on se situe en termes de multiples. C'est quoi l'évolution de mon CPA de manière en valeur absolue annuelle, et c'est quoi l'évolution de ma lifetime value de manière annuelle, et quelle est la proportionnalité de ces évolutions. Est-ce que je détériore ma marge, est-ce que je la détériore pas, est-ce que je dois améliorer mon modèle. À partir du moment où ça c'est maîtrisé, je vais dire que business online est beaucoup plus simple en fait à maîtriser que le business retail, parce qu'on a accès à une série de données qui sont excessivement denses et excessivement faciles pour avoir un tableau de bord très agile, très rapide et qui donne très très vite des clignotants assez intéressants sur une remodification très rapide et très fondamentale de toute la stratégie de business. Ce que j'aimerais savoir, c'est avec ce recul et ces différentes améliorations incrémentales de Gaming One vis-à-vis de ses activités online ou de la régénération de ses processus, est-ce que toi, tu aurais des conseils à ceux et celles qui peut-être sont dans des industries éloignées du digital et qui hésitent à faire prendre ce pivot à leur entreprise ? Alors, question difficile. J'incite réellement à systématiquement se remettre en question sur le business model existant, même s'il est successful au moment où il y est, en ouvrant fondamentalement ses œillères et en regardant le monde comme il évolue aujourd'hui, pour ne pas louper un train qui peut être extrêmement game changer. Je te propose de passer aux 3 questions traditionnelles de fin, si ça te va. Parfait. Entendu. Qui considères-tu comme le mentor tout au long de ton histoire professionnelle ? Alors, c'est peut-être un peu pompeux et désolé, j'ai plutôt l'impression pourtant d'être humble, mais j'ai pas eu l'impression d'identifier un quelconque mentor aujourd'hui sur les 17-18 dernières années de ma carrière, qui sont les seules d'ailleurs, j'invente pas les années. J'aurais tendance, de manière un peu bateau, mon père ayant fondé la société, m'ayant redonné son rôle il y a 17 ans maintenant, il a joué le rôle de mentor pendant un moment. Après, je pense que j'ai pu
me nourrir des grandes expériences de mes différents associés avec leurs différents niveaux de maturité, de ce que je pouvais voir dans le monde entier, que ce soit des Elon Musk ou d'autres qui n'ont pas ces barrières du champ du possible ou pas. Non, il ne se pose pas de questions, il a des projets et entre guillemets, il met l'intégralité de ses ressources mentales et financières dans ses projets en se disant on verra si ça fonctionne. Ça m'inspire beaucoup et je suis au tiers du quart du huitième de la moitié de ce qu'il a jamais fait jusqu'ici. Mais voilà, non, j'ai pas une bonne réponse et au plus j'essayais de réfléchir à cette question, au moins j'étais pertinent. Donc je vais en rester là sur la partie de réponse. Ce n'est pas une mauvaise réponse et il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Néanmoins, on peut passer à la suivante, à savoir est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète, quelque chose qui t'aide à être plus productif, plus organisé, peu importe. J'aurais tendance à dire que vraiment, les paroles s'envolent, les écrits restent. On lit souvent dans un autre contexte, mais moi j'écris beaucoup. J'écris énormément. Ça, c'est pour les tricks and tips. Et sur la gestion mentale, j'aurais plutôt tendance à dire que je pense que, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, l'intuition est la meilleure aide. Entre guillemets, je laisse en jachère de temps en temps des projets 5-6 mois et ça tourne dans mon esprit et ça me perturbe parce que j'ai à ce moment-là une certaine forme de brouillard au-dessus de ma tête parce que je n'ai pas l'impression du devoir accompli en ayant ces projets. Et au fur et à mesure des années d'expérience qui arrivent, je me rends compte au final que si je ne rentre pas dans ces différents projets, c'est quand je me rends compte que au moment où je n'arrivais pas à rentrer dedans, c'est qu'ils n'étaient pas mûrs. Et ça, je crois que c'est ce que je retiens un peu de tout ça, c'est que c'est assez amusant, des trucs qui ont de temps en temps même 2 ans dans lesquels, boum, je rentre à un moment. Ça se déroule très vite et si on le fait à la force de il faut parce qu'il faut et qu'on n'y trouve pas le sens à ce moment-là, c'est que c'est pas mûr et que ça ne va pas aller vers la bonne direction. Et donc je dirais intuition et sens derrière chaque chose que l'on fait doivent probablement être, en ce qui me concerne en tout cas moi, ce qui a permis d'écrire une petite histoire pas trop mauvaise sur ces quelques années de carrière. Tu me fais une transition toute trouvée pour la dernière question de ce podcast, à savoir, selon toi, y a-t-il une morale à ton histoire ? La morale, c'est que j'aurais tendance à dire que laissons les doutes de côté, regardons surtout le chemin. Je pense que vivre d'objectifs et pas regarder le chemin est probablement à mon sens, une petite erreur parce que en regardant le chemin, à la beauté du chemin, en général, on trouve des petits raccourcis et des petits changements de cap dans ce chemin qui, au final, permettent systématiquement de s'améliorer et de profiter. J'espère que nos auditeurs et auditrices se sentiront améliorés avec une meilleure compréhension du chemin parcouru. Pour ma part, c'est le cas. Merci pour cet entretien, Nicolas. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Marianne. Merci à vous. Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits. Once Upon a Business a été monté, réalisé et produit par Rumeur Podcast.